Cette vidéo a été réalisée grâce au soutien de NordVPN. Retrouvez plus d'infos en fin de vidéo. Si l'année 1969 a donné à la NASA ses lettres de noblesse, 1986 et 2003 sont sans conteste celles qui ont ramené l'agence américaine à la réalité. Aujourd'hui, nous revenons sur l'un des accidents spatiaux les plus tragiques de l'histoire, celui de STS-51L. Nous sommes le 28 janvier 1986. 7 personnes sont à bord de la navette spatiale Challenger et se préparent à partir pour près d'une semaine dans l'espace. Ils ont pour mission de déployer le satellite TDRS-B et utiliser une plateforme Spartan pour conduire une observation à distance de la comète de Halley. Mais si ce lancement est hautement médiatisé aux États-Unis, c'est surtout par la présence à bord d'une institutrice, Christa McAuliffe. Sa mission est de faire découvrir l'espace aux enfants du pays. Cette fois, il a fallu décaler la date du lancement et le pays espère donc que cette fois, ce sera la bonne. We are up to 16 minutes past the hour, and Nick Gregory will not wait a minute longer. Here he is now, Nick. We're going to look at some video from Pittsburgh to show you some of the snow that occurred in the area and also some of the strong wind chills. Look at these people trying to get through all of this rough weather conditions that are still in the area. Right now it's 6 degrees in Pittsburgh and the wind chill factor is about 25 below zero. Deep south is dry. Lots of sun going all the way back in through Texas and into the southwest, but again, very cold even down in through Florida. We've been keeping you posted on the shuttle weather for the launch, which again, now they're in the T-minus 9 minute and holding pattern. Everything still looks good, that they'll be able to get off within the next, probably the next half hour. So we'll be keeping you posted on it. And right now, the launch site is reporting 37 degrees with lots of sunshine, so they are up above freezing. À 11h38 du matin, heure locale, par cette froide matinée de janvier, Challenger décolle pour sa 10e mission. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Now control. Program initiator. Roll program confirmed. Challenger now heading down range. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go and throttle up. Deux traînées de fumée continuent leur route. Il s'agit des boosters qui volent sans contrôle. On finit par ordonner leur autodestruction. La navette n'émet plus et elle est tout simplement introuvable sur les images. Des débris retombent dans l'océan et peu à peu, les espoirs de revoir l'orbiteur intact s'amenuisent. Les navires de récupération de boosters de la NASA et les gardes-côtes se dirigent immédiatement vers la zone de chute des débris, mais constatent assez vite qu'il n'y a aucun espoir d'y trouver des survivants. À Houston, les contrôleurs de vol sont immédiatement soumis à un confinement dans la salle de contrôle de mission, le temps de récolter toutes les données.
vehicle has exploded. Flight director confirms that. We're looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point. Contingency procedures are in effect. We'll report more as we have information available. Again, to repeat, we have a report relayed through the flight dynamics office that the vehicle has exploded. We are now looking at all the contingency operations and awaiting word from any recovery forces in the downrange field. This is Mission Control Houston. We have no additional word at this time. Approximately 28.64 degrees north, 80. Waiting verification from... L'Amérique est choquée et demande des réponses. From ABC, this is World News Tonight with Peter Jennings. Tonight, reporting from Washington. It is the worst disaster in the history of the American space program, and President Reagan has declared a week of mourning for the 7 astronauts, 5 men and 2 women, who lost their lives on their way into space this morning. Crystal McCullough's students and friends at Concord High School were ready to watch a dream come true this morning. Instead, they became witnesses to a nightmare. Some people were covering their eyes, and some people were just watching the TV set with a blank look on their face. It was really quite dramatic. At first, you know, everyone was really happy, all these smiles, and then suddenly you saw a lot of people crying in the halls, and it was really pretty sad. It was a hell, just a hell. Pilot Mike Smith, Commander Dick Stobie, Judy Redman, there it is. There you see. The kids invited almost as if to a party for a live classroom lesson from space turned suddenly into a lesson in mortality. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point. Can we get the cameras? Pour comprendre l'accident, il faut revenir sur l'origine même du programme de la navette spatiale. Tandis que le programme Apollo touche à sa fin, le budget de la NASA a été fortement réduit. L'espace coûte cher et après les succès des missions lunaires, qui sont désormais hors de portée financièrement, la NASA doit se résoudre à rester en orbite basse terrestre pour des vols de moyenne et longue durée. Additionnellement, le département de la défense américain a besoin d'opérer des lancements de satellites secrets pour asseoir leur domination en orbite. Le projet d'une navette réutilisable capable d'envoyer des charges énormes en orbite est alors sur le papier, un projet qui pourrait à la fois contenter l'armée, les besoins scientifiques, les vols de moyenne durée et l'économie en coût de lancement. Mais construire un tel engin représente un défi technique avec les ennuis et retards qui vont avec. Baisser les coûts ne devrait jamais mettre à mal la sécurité d'un engin habité, et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Les SRB, délivrant une poussée phénoménale pendant la première minute et demie de vol, n'avaient pas la possibilité d'être éteints une fois allumés. En cas de problème dans les 2 premières minutes, il était donc impossible de faire quoi que ce soit. Durant les tests atmosphériques, la navette d'essai Enterprise était dotée de sièges éjectables, capables d'extraire les 2 pilotes du cockpit à travers le hublot placé au-dessus d'eux. Ce dispositif était également à bord des premiers vols spatiaux de Columbia, opérés par 2 astronautes. Mais une fois la navette prête pour ses vols à 7 astronautes, avec une partie de l'équipage sur le pont inférieur, les sièges éjectables n'étaient plus une solution viable. La NASA aurait alors pu concevoir un cockpit éjectable et détachable grâce à un système pyrotechnique. Mais non seulement il aurait été extrêmement complexe et coûteux à réaliser, mais également risqué en cas de dysfonctionnement, et il aurait en plus engendré des retards énormes dans le programme, en plus de réduire, à cause de sa masse, la capacité d'emport de la navette.
En cas de problème, il fallait donc attendre la séparation des SRB avant d'avoir la possibilité de séparer la navette et la faire revenir. Pour s'assurer d'un lancement réussi et sécurisé, les SRB devaient donc être irréprochables dans leur conception. Pour des raisons financières, les SRB n'étaient pas conçus en une seule pièce. Chaque booster était composé de plusieurs sections, et entre chacune d'entre elles, 2 joints toriques ou O-ring, nommés en fonction de leur forme en O, permettaient de sceller hermétiquement les sections. Lors de l'allumage, les gaz chauds devaient se diriger vers la base du booster et nulle part ailleurs. En cas de joint non scellé, il y avait le risque qu'il s'échappe par le côté, réduisant la puissance du booster, mais risquant également de provoquer une catastrophe. Les joints toriques étaient donc doublés sur chaque section, afin d'assurer une redondance si jamais l'un d'entre eux était fragilisé. Théoriquement, cela devait suffire. Cette grande responsabilité de concevoir des SRB sécurisés était celle de Morton Thiokol, sous-traitant de la NASA. Dès les premiers vols de navette, les analyses des SRB après leur récupération ont montré la faiblesse de ces joints. Sur certains vols précédant STS-51L, Morton Thiokol ont pu constater que le premier joint avait cédé et les gaz chauds avaient commencé à ronger le second. On n'était pas passé loin de la catastrophe. Mais cette information qui remettait en cause la sécurité du vol a été prise en compte pour quelques modifications, mais tout en maintenant les vols. Autrement dit, le problème a été pris à la légère. Seuls certains ingénieurs de Morton Thiokol montraient de très fortes inquiétudes et craignaient une catastrophe. Mais comme de nombreux autres problèmes sur les systèmes de la navette, il fut considéré comme un risque acceptable. Cette attitude de relâchement de l'aspect sécuritaire trouve son origine dans la gestion même du programme. À la base, la navette spatiale était censée opérer jusqu'à 2 vols par mois, et ainsi devenir une sorte de service de transport spatial banal. Avec la possibilité de non seulement placer en orbite des satellites, mais aussi en ramener sur Terre, la défense américaine a donc vivement soutenu le projet. La NASA souhaitait également montrer qu'après l'ère des pionniers, la navette ouvrait un nouveau chapitre de l'exploration spatiale avec un véhicule pouvant emmener dans l'espace le commun des mortels. C'est dans cette optique que Jake Garn et Bill Nelson, des sénateurs, ont pu réaliser des vols spatiaux avec seulement quelques heures d'entraînement. Pour aller encore plus loin, le président Reagan annonce en 1984 le projet Teacher in Space. L'objectif est de sélectionner un enseignant américain et de l'envoyer sur une mission en navette spatiale. 11 000 enseignants de tout le pays tentent leur chance, mais au final, en 1985, l'heureux élu est sélectionné. Il s'agit de Christa McAuliffe, 37 ans, enseignante à Concord dans le New Hampshire. On choisit également Barbara Morgan, enseignante à McCall dans l'Idaho, qui sera sa remplaçante si jamais Christa ne peut finalement pas voler. Les 2 femmes vont faire tous les entraînements ensemble et de la même façon. Le but, faire 2 cours de 15 minutes sur la science spatiale depuis l'orbite. It's an important mission, but most of all the spotlight is on her. Well, I don't think it concerns us. Once we knew the teacher was going to be on the flight, I think everyone expected all the interest and everything to go exactly that way. And that's probably the way it should be, since she is going to be doing something on the flight which hasn't ever been done before. And hopefully she's going to be doing the things that she mentioned earlier in the press conference this morning, and that is allowing teachers and students to experience this experience that you have in space and hopefully transmit some of that enthusiasm to some of the students. That message can get back to kids and to anybody that, to go for it. To go ahead and push for something. Maybe that you don't know whether you're going to attain it. I had no idea I was ever going to be chosen. But I felt good because I reached out for that. How has she been just in talking to you all about the training and everything? Totally excited. I mean, she never goes down low about anything. She's truly right with it all the time. She loves what she's doing. No complaints. But she's got that kind of a disposition. She doesn't complain. I imagine you all are looking forward to that point where she comes back and just tells you everything. Yes, and to have her back, too. En 1986, la mission STS-51L qui doit emmener Christa McAuliffe prend du retard. Ce n'est pas inhabituel pour un lancement de navette d'être repoussé pour diverses causes, sauf que cette fois, la NASA subit une énorme pression de la part de l'opinion publique
et bien sûr des politiques. But Challenger's liftoff has already been pushed back twice. Yesterday, NASA moved the launch date from Saturday to Sunday. The reason, blowing sand at an emergency landing site in Africa, limiting visibility. A Voyager's trip to Neptune is going to take 3.5 years. Space missions always take time. Just ask Krista McCullough. She is a school teacher set to blast off from Cape Canaveral aboard the Space Shuttle Challenger. The launch is scheduled for tomorrow morning. As NBC News correspondent Steve Delaney tells us, there may be a problem. The forecast is for several layers of cloud cover over the Cape tomorrow morning. NASA will not complete the fueling process unless the weather improves, even though that may mean postponing the launch until Monday. We'll sit on the ground until we all believe it's safe to launch. NASA gambled and lost. A cold front expected to move over the Kennedy Space Center early Sunday didn't until about 10:30 a.m., nearly an hour after the shuttle Challenger was supposed to have lifted off. But Saturday night, when NASA postponed the launch until Monday, they didn't think the Sunday launch time weather would be any better than miserable. Out at Pad 39B, the shuttle remains in excellent condition. NASA says it's a clean bird waiting to take America's first school teacher into space. At Cape Canaveral today, the Space Shuttle Challenger ran into still more problems, and that forced still another delay in efforts to put the first school teacher into space. The flight of Krista McCullough now has been put off 5 times. In the end, it was a stiff Florida wind that kept Challenger on the launch pad today. Winds like this would have made an emergency landing very dangerous. It all started out well. Teacher Krista McCullough and her crewmates marched up to the launch pad in the pre-dawn hours. Then came the exasperating mishap. A handle attached to the outside of the shuttle's hatch had to be unscrewed and removed before takeoff as usual. Today, the threads of one screw were stripped. The call went out for the tools any home handyman would use, a big drill and a hacksaw. They went through 2 drills, they broke a drill bit. Finally, they got the handle off, but by then the wind had kicked up. The crowd at the launch pad left. As to the students up in New Hampshire, we're getting tired of it. We wanted to hurry up and go up so we can find out what it's going to be really like. Now the plan is to press ahead with yet another try tomorrow, but sub-freezing temperatures are forecast, and that could cause all sorts of problems. Dan Molina, NBC News at the Johnson Space Center, Houston. Cet empressement à lancer la mission aura des conséquences funestes. Immédiatement après l'accident, c'est la confusion totale en Floride. Quand un parachute apparaît sur les images, certains pensent à un astronaute, d'autres qu'il s'agit d'un sauveteur parachuté sur la zone d'impact avec l'océan. En réalité, rien ni personne n'aurait pu survivre. Le parachute était celui du cône d'un des 2 boosters qui permet de le récupérer en mer après un vol et qui errait sans but depuis l'explosion. La zone où sont tombés les débris est très large et la mer n'est pas coopérative. Il faudra des semaines pour réussir à retrouver les majeures parties de la navette. Durant ce laps de temps, les médias et curieux veulent être tenus au courant des recherches et prennent d'assaut les boutiques d'électronique pour acheter des scanners de fréquences afin d'écouter les radios des secours. Cela oblige ces derniers à créer des noms de code pour les découvertes. Si un morceau de corps est trouvé, le code est Tom O'Malley. Et si le cockpit est localisé, il faudra dire Target 67. Il faudra chercher pendant 6 semaines avant de finalement le retrouver. Fortement endommagés par l'impact avec l'océan, reposant à 30 mètres sous la surface, les plongeurs constatent que la récupération des corps sera complexe. Les astronautes sont toujours à bord, démembrés, rongés par la faune sous-marine après 6 semaines sous l'eau. L'accès à l'intérieur du cockpit et le pont inférieur est dangereux pour les plongeurs, le cockpit étant jonché d'arêtes coupantes. Les restes de Judith Resnick sont les premiers à être remontés à la surface, suivis de ceux de Krista McAuliffe. Mais alors que le cockpit est lentement remonté, un corps apparaît à la surface, puis disparaît. Il s'agit de Greg Jarvis. C'est le seul astronaute qui n'avait pas été récupéré jusque-là. Les plongeurs, témoins de la scène, tentent désespérément de récupérer le dernier astronaute de Challenger. Mais il demeure introuvable. Durant 5 autres semaines, les forces de récupération vont chercher inlassablement le corps de Jarvis. Bob Crippen, qui a volé sur la première mission de navette spatiale et 3 missions sur Challenger, ne veut pas laisser tomber et loue un bateau avec un filet pour lui aussi chercher Jarvis. Finalement, 5 semaines après l'avoir perdu de vue, les plongeurs finissent par le retrouver. Enfin, tous les astronautes de Challenger ont été retrouvés. Après les autopsies et les analyses des débris, on sait que le cockpit a été séparé et éjecté par la force de l'explosion avant de tomber en chute libre dans l'océan.
Quand on le retrouve, on découvre que 3 des dispositifs de respiration de secours ont été activés, ce qui laisse supposer que plusieurs astronautes ont pu survivre à la désintégration de la navette. On ne saura jamais réellement s'ils étaient conscients et combien ils étaient, mais quoi qu'il en soit, leur sort était scellé. Le cockpit n'est pas doté de parachute. Après une chute libre de près de 3 minutes, il percute l'océan à une vitesse de plus de 300 km/h, générant une force à l'impact auquel aucun corps humain n'aurait pu résister. Cela va en contradiction avec les premières déclarations de la NASA, clamant que les astronautes étaient morts sur le coup. Des débris de Challenger continueront à s'échouer sur les plages de Floride plus de 10 ans après la tragédie. Au moment de l'accident, les télévisions du monde entier ne parlent que de Challenger. Le président Reagan, qui devait ce soir-là s'adresser au Congrès pour parler de l'état de l'Union, décide plutôt de faire un discours sur la catastrophe. Il crée une commission d'enquête présidentielle pour lever le voile sur ce qui s'est passé. Elle s'appelle la commission Rogers, présidée par William Rogers, ancien secrétaire d'État de Nixon. Avec lui, Neil Armstrong et Sally Ride, astronautes, Chuck Yeager, légendaire pilote d'essai, de plusieurs scientifiques et spécialistes de l'aérospatiale, et le célèbre docteur Richard Feynman, prix Nobel de physique en 1965 et l'un des pères de la bombe atomique. Richard Feynman est une légende de la physique et de la vulgarisation. Sa carrière a débuté pendant le projet Manhattan, le projet de développement américain de la bombe atomique. Il hésite un bon moment avant de se joindre à cette commission, avant de finalement accepter. Il a l'avantage d'être un enquêteur indépendant sur cette affaire et décide de s'investir au maximum. Il est aussi gravement malade, il souffre d'un cancer à l'estomac. La commission visite les différentes installations de la NASA et des sous-traitants impliqués dans la conception de la navette. Feynman fait un travail minutieux et assez détaché du reste de la commission. Il apprend par exemple que la NASA a un planning de lancement très lourd pour les navettes, grâce à des contrats commerciaux et militaires de lancement de satellites. Il semblerait que l'agence veuille maintenir un taux de lancement par an très élevé afin de garantir les contrats. La NASA fournit des images du décollage et sur un côté du booster droit, une fumée noire s'échappe. Ce n'est donc pas le carburant du booster qui est consumé, mais autre chose. Étonnamment, pendant le vol, cette fumée s'estompe durant un bon moment, puis une flamme jaillit, et ce jusqu'à la désintégration. Très vite, on pense au joint thorique conçu par Morton Thiokol. Cette fumée noire ne peut être que le signe qu'ils sont en train de se consumer. Sans cette étanchéité, les gaz s'échappent par ce trou, ce qui explique la flamme qui apparaît un peu plus tard lors du vol. Désormais, il faut expliquer comment le joint a pu se consumer et laisser échapper ces gaz. Richard Feynman, aidé secrètement par Sally Ride et le général Kutina, s'intéresse à leur conception. La nuit avant le vol, la température sur le pas de tir est tombée sous 0, ce qui aurait pu contracter les joints au point de supprimer l'étanchéité. Selon le constructeur, ils sont conçus pour résister aux basses températures, mais 2 témoignages de personnes travaillant pour Morton Thiokol bouleversent tout. 1 an avant le lancement de Challenger, Discovery est lancé dans des conditions météo assez similaires, les plus froides jamais enregistrées lors d'un lancement de navette spatiale. Au moment du lancement, il fait 11,5 degrés après une nuit sous -4 degrés. Tout se déroule sans accroc, mais après la récupération des boosters, on remarque que les joints sont attaqués. Littéralement. À un endroit, il ne reste qu'un fin morceau de joint pour retenir les gaz chauds du booster. Basé sur cette expérience, certains ingénieurs à Morton Thiokol recommandent à leur hiérarchie de demander le report du lancement de Challenger au vu du froid qui règne à ce moment-là. Et Morton Thiokol alerte la NASA la veille du lancement. Mais rien n'est fait. Les responsables de la NASA, Molloy et Lawrence, réagissent avec colère à la demande de report de Morton Thiokol. Lawrence aurait dit, à la veille du lancement, je cite, « Morton Thiokol, quand voulez-vous qu'on lance cette navette ? En avril ?» On décide de maintenir le lancement, Challenger décolle et est détruite. Lors d'une audition publique de la commission, Richard Feynman va démontrer, avec un verre rempli de glace et un morceau de joint, que ces O-rings sont responsables de l'accident. Oh, I took the stuff that I got out of your seal and I put it in ice water. And I discovered that when you put some pressure on it for a while and then undo it, it maintains, it doesn't stretch back, it stays the same dimension. In other words, for a few seconds at least, and more seconds than that, there's no resilience in this particular material when it's at a temperature of 32 degrees. I believe that has some significance for our problem.
Feynman réussit à expliquer très simplement au public américain et à la commission que le joint se durcit quand il est exposé à de basses températures, et qu'ensuite, il ne reprend pas sa forme. Tout le monde est stupéfait. Mais après les conclusions de la commission, une interrogation persiste. Si le joint a été détruit et une fuite s'est révélée dès le lancement, pourquoi la navette n'a pas été détruite au décollage ? Une hypothèse est formulée par certains experts, celle des scories d'aluminium. L'aluminium est ajouté au carburant des boosters pour accroître la poussée. Cela donne lieu à l'éjection par les tuyères de morceaux d'aluminium solides. On pense que ces morceaux ont pu boucher le trou laissé par le joint contracté dès les premières secondes de vol. Le trou, bouché, aurait donc été de nouveau hermétique jusqu'à la zone de Max Q, où la navette était au maximum de pression aérodynamique. À ce moment-là, la navette était fortement secouée par un vent latéral extrêmement violent, invisible, et qui n'a pas été détecté par les ballons météo envoyés par la NASA le matin du lancement. Cette hypothèse est étayée par les relevés télémétriques de la navette qui affichaient une force latérale si forte qu'elle était hors limite. La traînée laissée par l'orbiteur dessinait également un zigzag caractéristique d'un fort vent d'altitude. Il est donc fort probable que la navette ait été secouée si violemment que le bouchon d'aluminium qui avait jusque-là bouché la fuite se soit délogé, relâchant les gaz du booster et faisant apparaître une grande flamme. Elle est alors devenue si importante qu'elle a commencé à chauffer les parois intérieures du réservoir principal. À T plus 64 secondes, la flamme change même de couleur. C'est un signe qu'elle a percé le réservoir principal et que l'hydrogène liquide fuit. 3 secondes avant la désintégration, l'attache inférieure du booster droit, fragilisé par la chaleur, cède sous la pression. Le booster s'incline alors, le pilote de la navette prononce les derniers mots de l'équipage « Oh oh », et le nez vient percuter le sommet du réservoir principal, tandis que la base arrache l'aile droite de Challenger. Au même moment, la base du réservoir est fragilisée et cède totalement, libérant une quantité énorme d'hydrogène liquide qui se met à brûler. Sous l'effet de la désintégration du sommet de la base du réservoir principal, tout l'hydrogène liquide de celui-ci est instantanément consumé, générant une immense boule de feu et des forces G auxquelles il ne résiste pas. La navette non plus. Elle se disloque totalement et les astronautes se retrouvent dans un cockpit en chute libre. Certains d'entre eux, encore conscients, activent un système d'oxygène de secours. Les boosters continuent à voler sans but et 30 secondes plus tard, on commande leur autodestruction. 2 minutes et 45 secondes après la désintégration de Challenger et une chute de plus de 20 km d'altitude, le cockpit heurte l'océan à 300 km/h avec une force létale pour tout astronaute ayant survécu jusqu'alors. Le rapport final de la commission Rogers, remis au président Reagan en juin 1986, accable la politique de sécurité de la NASA, son management et Morton Tjokol. Le rôle de Richard Feynman est clairement visible dans l'appendice F du rapport, où il a rassemblé ses observations et conclusions. Il pointe du doigt la NASA qui faisait pression pour baisser les coûts et lancer coûte que coûte afin de respecter les plannings. Dans l'appendice F, Richard Feynman écrit « Il apparaît qu'il y a d'énormes divergences d'opinion concernant les probabilités d'échec impliquant la perte du véhicule et la mort de l'équipage. Cela va d'une chance sur 100 à une chance sur 100 000. La première vient des ingénieurs et la seconde de managers. Quelles sont les causes et les conséquences de cette divergence ? Dans le cas d'une probabilité d'un échec sur 100 000 lancements, ça voudrait dire qu'on pourrait lancer une navette par jour pendant 300 ans et qu'on n'en perdrait qu'une seule. Et on est en droit de se demander qu'est-ce qui cause cette foi incroyable des managers dans cette machine. Si l'on doit maintenir un calendrier de lancement raisonnable, l'ingénierie ne peut pas aller assez vite pour respecter les critères de base de certification créés pour garantir un véhicule sûr. Dans ces conditions, subtilement, et avec parfois des arguments qui paraissent logiques, les critères sont altérés pour que les vols soient certifiés à temps. En conséquence, les vols ont lieu dans des conditions particulièrement dangereuses, avec une chance d'échec de l'ordre de 1 sur 100. Il est difficile de faire plus précis. Les officiers de leur côté affirment que la probabilité d'un échec est 1000 fois moindre. Une raison possible serait qu'il s'agit d'un moyen pour eux de convaincre le gouvernement des succès et de la perfection de la NASA afin d'assurer leur financement. Une autre raison serait qu'ils y croyaient vraiment, ce qui démontrerait un incroyable manque de communication entre eux et leurs ingénieurs. Pour une technologie qui réussit, la réalité doit prévaloir sur les relations publiques. Car on ne peut tromper la nature. Après la publication de ce rapport d'enquête, la NASA prendra des mesures pour améliorer la sécurité autour des lancements avec la création d'un département spécial à cet effet. Les boosters seront améliorés sous le contrôle d'un organisme indépendant. Néanmoins, ils continueront d'être conçus en segments
et c'est toujours le cas aujourd'hui pour les boosters de la future fusée SLS. Les combinaisons des astronautes seront désormais capables de les maintenir avec un oxygène autonome et seront dotées de parachutes personnels. Le planning initial de lancement est aussi revu à la baisse puisque progressivement, les navettes ne sont plus missionnées pour les lancements de satellites militaires ou commerciaux qui partent plutôt sur des fusées conventionnelles. Quant à Richard Feynman, il meurt des suites de son cancer le 15 février 1988. Les mesures prises après l'accident de Challenger ne rendront pas les navettes totalement sûres, puisqu'en 2003, un nouvel accident détruira la navette Columbia, tuant à nouveau tout l'équipage. Certains diront alors que les leçons de Challenger n'ont pas été totalement apprises. Barbara Morgan, enseignante suppléante de Christa McAuliffe sur STS-51L, finira par voler dans l'espace sur STS-118 en août 2007, plus de 20 ans après la catastrophe de Challenger. Elle passe 12 jours dans l'espace et visite la Station spatiale internationale. Elle ne part pas en tant qu'enseignante civile, mais bel et bien en tant qu'astronaute, puisque parmi ses missions, elle manipule le bras robotique pour installer du cargo sur la station. Elle a depuis pris sa retraite de la NASA et agit pour l'éducation. Les navettes cesseront leur activité en 2011, jugées trop dangereuses et trop coûteuses bien que réutilisables. En 2017, en orbite basse terrestre, un ballon de football flotte dans la Station spatiale internationale. Ce ballon, placé à bord de Challenger par Ellison Onizuka, a été retrouvé intact dans l'océan après le drame. Et en 2017 donc, il a finalement rejoint l'espace et flotte librement pendant quelques mois, comme il aurait dû le faire en 1986, et est ensuite ramené sur Terre. Enfin, chaque année, à la fin du mois de janvier, est tenu le Day of Remembrance, qui commémore les accidents d'Apollo 1, Challenger et Columbia, qui sont tous survenus dans la même période, à des années différentes. Depuis peu, les visiteurs du Kennedy Space Center peuvent aussi contempler des objets personnels des astronautes décédés, ainsi qu'un morceau de Challenger et un de Columbia. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, près de 35 ans après l'accident de Challenger, personne n'a oublié le prix de la négligence dans le monde spatial. Those of us who have watched the development of our space program from the very beginning, long before man first essayed a trip into space, we saw a lot of rockets blow up on the pad, soar into space and then be destroyed. And I think in the backs of our minds always was locked the fear that someday all that volatile fuel would get loose when man was aboard, as indeed happened today. But America's pride in what it has accomplished in space in more than a quarter of a century of safe manned flight should not be diminished by today's terrible tragedy. We have come a long way in space, and there's still so much to be done out there. There are scientific, industrial, medical bounties to be reaped in space. To diminish what we have done in the past would be to dishonor those who lost their lives in that program on Challenger today. J'espère que cette nouvelle version de ma vidéo sur Challenger vous aura plu. Elle a été motivée par le visionnage de la nouvelle série documentaire de Netflix, Challenger The Final Flight. Je vous conseille également le documentaire Challenger Disaster, sorti il y a quelques années avec William Hurt, qui revient sur l'enquête et le rôle de Richard Feynman dans cette enquête. Je profite également de cette occasion pour vous présenter wikiarchive.space, un site internet totalement gratuit et en accès libre d'archives spatiales que j'ai créé en juillet et que je remplis à la main, photo par photo, progressivement. Il contient déjà la plus grande archive photo de plusieurs missions, dont STS-51L. Et bien sûr, merci également à NordVPN qui contribue à soutenir la chaîne et qui vous propose toujours un rabais sur son offre d'abonnement de moins 68% sur l'offre 2 ans sur nordvpn.com/stardust et 1 mois gratuit avec le code Stardust, avec en plus une garantie satisfait ou remboursée sous les 30 jours. NordVPN m'a aidé dans mes recherches, puisqu'avec les restrictions envers l'Europe sur les sites américains, j'ai pu accéder à des archives qui me seraient fermées avec une IP française. Et en plus de ça, j'avais quand même une connexion vraiment rapide. N'hésitez donc pas à souscrire à leur offre, surtout que le pourcentage de réduction est de moins en moins grand,
Et en plus, avec mon code, c'est une autre façon de soutenir la chaîne et ses productions. Dans tous les cas, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo de Stardust qui, je l'espère, sera un peu plus joyeuse. On verra. Ciao.